Alors bienvenue dans ce nouvel exemple où maintenant on va apprendre à créer un petit slider en utilisant Vue.js. Alors cet exemple va nous permettre de voir la problématique de communication enfant-parent et voir comment on peut utiliser un composant qui est basé sur plusieurs autres composants. Donc on va créer quelque chose de relativement classique, on va avoir un slider qui va permettre d'afficher un contenu HTML ou des images et on va pouvoir comme ça slider d'élément en élément et on va avoir une petite pagination qui nous permettra d'aller à un élément en particulier. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va permettre à l'utilisateur, ou on va permettre tout simplement au système de pouvoir ajouter des slides dynamiquement et en supprimer. Et automatiquement, notre slider va pouvoir continuer à fonctionner avec les nouveaux slides. Donc pour cet exercice, on va reprendre ce que l'on avait fait pour la to-do list, histoire de réutiliser le boilerplate. On ne va pas s'embêter à réinstaller à chaque nouvelle vidéo. Donc tout de suite, on peut commencer à réfléchir à la structure que l'on va donner à notre code. Donc d'abord, on va avoir un composant principal qui va être notre carrousel. Donc on va le mettre au-dessus de la to-do list et on va l'appeler sobrement carrousel. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir plusieurs slides. Et comment représenter ces slides-là? Donc l'idée, c'est de se dire, on va pouvoir utiliser le système de composants et on va représenter chaque élément de notre carrousel, chaque slide, à travers un nouveau composant. Et après, on utilisera le système de slot pour composer tout ça. Donc là, par exemple, je vais faire un coup de carrousel. Alors, ça va être carrousel-slide. Et on aura notre premier slide. Et à l'intérieur, je pourrais y mettre, par exemple, du code HTML classique. On mettrait un petit « Salut les gens ». Et ensuite, on aurait un autre carrousel slide où on mettrait « Au revoir les gens ». Et notre but, c'est d'avoir quelque chose qui va permettre de transitionner entre ces deux éléments-là. Alors si je sauvegarde et que je me rends maintenant sur mon système et que je sors mon inspecteur, alors hop, ici il apparaît en dehors de la fenêtre, je vais tomber sur des erreurs parce qu'il va me dire qu'il ne connaît pas ces composants-là, donc il va falloir que je les crée. Donc ces composants, je vais aller les créer dans le dossier Components et on va créer un sous-dossier parce que là on va avoir plusieurs composants qui vont être séparés. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Carousel. Et dedans, on va créer notre premier composant carousel.vue. Donc à l'intérieur, on va pour l'instant créer un simple template, on va créer une div qui va rester vide et on va mettre un script qui va exporter par défaut un objet vide. Pour commencer à avoir l'habitude. Ensuite, je vais créer un nouveau composant qui sera le carousel item ou le carousel slide. Donc là, je fais carousel slide. Donc attention, je respecte bien le camel case et je vais l'appeler .vue aussi. Donc là, ça va être la même chose. Je crée mon template avec une div vide. Et ensuite, je crée mon script qui fait un export default. Et qui exporte par défaut un objet vide. Une fois que j'ai ces deux composants, je vais pouvoir les charger au niveau de mon composant principal, qui est app.vue. Donc là, je vais importer d'abord mon premier composant, qui est le composant carousel. Donc attention, là, il est dans un sous-dossier. Voilà. Et ensuite, je vais importer mon second composant, qui est donc le carousel slide, qui va permettre de représenter chaque slide et qui va se trouver dans le même sous-dossier. Une fois que ces composants sont bien chargés, je peux les importer. Donc là, je vais lui dire j'importe le carousel et j'importe le carousel slide. Si je sauvegarde et que je réactualise la page, ça me permet de résoudre les problèmes. Et mon élément maintenant a disparu. Alors c'est tout à fait normal parce qu'au niveau de mon carrousel, il faut que je précise que dans cette div-là, il doit insérer le code HTML ou entre guillemets le code virtual-DOM qui a été mis en place dans ce composant carousel. Donc là, il n'y en a qu'un seul et je peux utiliser le système de slot. Voilà. Et pour que ça fonctionne aussi, il faut que mes carousel slides, chaque slide individuellement, utilise aussi le système de slot. Voilà. Donc si maintenant je réactualise, je vois que j'ai mon « Salut les gens » et « Au revoir les gens » qui s'affichent correctement. Et ces deux éléments-là sont dans leur propre composant carousel slide. Alors maintenant, on va réfléchir à comment va fonctionner notre carrousel. Au final, un carrousel est plutôt simple, il doit afficher un slide en particulier. Donc il doit savoir sur quel slide on est actuellement. Donc au niveau de notre carousel.vue, je vais aller créer un state. Donc je vais créer ma fonction data et dans cette fonction, je vais retourner un objet. Et on va avoir donc une clé qui va s'appeler index qui permettra de connaître l'index en cours. Et pour l'instant, on va dire qu'il est sur l'élément 0. Maintenant, je dois aussi connaître le nombre d'enfants qu'il y a sur ce slide-là. Donc là, je peux créer une nouvelle variable que je vais appeler slides, qui va contenir le nombre de slides dans notre carrousel. Et pour récupérer l'ensemble des enfants, je fais this.$children. C'est une propriété particulière de Vue.js qui permet de récupérer les enfants directs de cet élément-là. Donc je sauvegarde et je vais inspecter cette valeur-là en mettant un console.log juste avant de this.$children, histoire de vérifier ce que j'obtiens. Donc si je réactualise la page, je vois que j'obtiens un tableau vide. C'est un petit peu particulier.
Alors je devrais obtenir 2 éléments. Si je crée une propriété mounted, donc je vais écouter l'événement lorsque ce composant est monté, et dans ce composant, je vais faire un console.log de vis.$children. Si je fais ça et que je réactualise la page, sans point virgule, ben je vois que j'obtiens bien 2 composants. J'obtiens bien 2 composants parce que à ce moment-là, notre composant principal est monté, ça veut dire que les enfants ont aussi été montés, et du coup que vis.children correspond à la bonne valeur. Du coup, pour faire en sorte que ça fonctionne, on verra que plus tard ça posera des problèmes, mais il nous suffit de faire un slides par défaut est un tableau vide. Et lorsque ce composant carrousel est monté, dans ce cas-là, on va insérer dans slides le nombre d'enfants. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce tableau-là, ce tableau de slide, pour donner un index à chacun de mes enfants. Donc au niveau de mes enfants, je vais préparer donc, leur state, et je vais dire qu'eux aussi vont avoir un index, entre guillemets une position. Parce que j'ai besoin de savoir si ce slide, c'est le slide numéro 0, 1, 2 ou 3. Donc là, je fais un return, et je lui donne aussi un index. Et par défaut, il aura la valeur 0. Je reviens sur carousel.vue, et je vais dire maintenant vis.slides.forEach. Je ne sais pas pourquoi je mets un A majuscule en permanence. Tu vas lancer une fonction, et cette fonction va prendre en paramètre le slide en question, et va lui donner une position, donc on va lui donner un index. Et cet index sera une valeur qui va être incrémentée au fur et à mesure. Donc là, dans mon for each, je vais mettre aussi l'index. Donc ça sera i. Voilà. Et dans chacun de mes slides, au-dessus du slot, je vais mettre l'index. Donc on va mettre index de point, hop, comme ceci, ce qui nous permettra de vérifier que la valeur est bien passée. Si je réactualise, ça me donne bien 0, salut les gens, et 1, au revoir les gens. Donc de la même manière, le parent peut communiquer avec les enfants, mais l'enfant peut communiquer avec le parent. Là, j'ai besoin de savoir si l'élément doit être visible ou non. Du coup, là, je peux créer une nouvelle propriété ou me dire, bon, c'est plutôt quelque chose de computed ici. Donc je vais créer quelque chose de computed. Voilà, une propriété combinée. Et je vais lui dire que l'élément est visible. Ça va être une fonction. Voilà, et là j'ai fait une petite erreur. Donc ça va être une fonction qui retournera vis.index. Est-ce que l'index de mon objet est égal à l'index au niveau du parent? $parent.index. Donc ça veut dire si l'index de ce slide-là est égal à l'index courant de mon carrousel, ça veut dire que mon élément doit être visible. Et là, je vais afficher cette valeur-là. Maintenant, au niveau de notre système, je vois, ça me donne bien true pour le premier élément et false pour le second. Donc là, je peux mettre en place mon système en lui mettant un petit vif ou un vshow. Et là, on va plutôt utiliser un vshow vu que les éléments vont transitionner assez souvent. On ne veut pas forcément qu'il refasse le DOM en permanence. Voilà. Et là, maintenant, seulement mon premier élément va être visible. Du coup, il me faut mettre en place les boutons suivants et précédents. Donc on est parti. Hop, au niveau de mon carousel.vue, alors on va cacher ça et on va enlever le reste. Je vais pouvoir créer mes 2 boutons. Donc en dessous de mon slot, je vais créer un bouton qui va s'appeler suivant, hop, qui va avoir une classe particulière. Donc là, je vais commencer à donner des classes pour prévoir un peu le style juste après. Donc je vais lui donner la classe carousel _ nav et carousel _ next. Donc là, je suis mes propres conventions et la div principale, je vais lui donner la classe carousel. Maintenant, je duplique cette ligne-là et je fais la même chose, mais pour l'élément précédent. Et lorsque je vais cliquer sur ces boutons-là, je vais mettre en place le comportement. Donc je fais un @click.prevent et je vais lui dire là en haut on passe à l'élément suivant et là on passe à l'élément précédent. Maintenant que ces 2 méthodes sont créées, il va falloir que je crée les méthodes dans mon composant. Donc ici, hop, je vais faire un méthode de point. Ça va être un objet qui va contenir une première fonction next. Hop là. Qui pour l'instant fera simplement un vis.index++, donc ça incrémente l'index, et je vais créer une méthode prev qui va faire la même chose mais en sens inverse, en faisant un vis.index-. Donc je sauvegarde et je réactualise. Donc dès que je clique sur suivant, pouf, l'élément suivant s'affiche et si je continue, je n'ai plus aucun élément. Il faut que je prévoie un garde-fou, c'est-à-dire que si l'index dépasse le nombre d'éléments total, il va y avoir un petit souci. Donc le nombre d'éléments total, je me dis que ça serait pas mal aussi de le créer dans une propriété computed, histoire de ne pas avoir à faire un point length tout le temps. Et peut-être plus tard, j'en aurai besoin pour mettre des conditions supplémentaires. Donc là, je vais créer une nouvelle propriété que je vais appeler slides
count. Voilà, ça sera une fonction qui retournera simplement un this.slides.length. Voilà, c'est très simple. Et là, ce n'est pas une fonction, mais c'est simplement un objet. Du coup, à cet endroit-là, lorsque j'incrémente, je vais lui dire si l'index devient supérieur ou égal au nombre d'éléments, donc c'est slides count, ben dans ce cas-là, il faut que tu reviennes à l'index 0. On fait un système qui boucle. Dans le cas du prev, ben si jamais l'index devient inférieur à 0, donc if this.index est strictement inférieur à 0, ben dans ce cas-là, il faut que tu passes au dernier élément. Et dans ce cas-là, this.index sera égal à this.slidesCount, donc le nombre d'éléments, moins 1, parce que le nombre d'éléments sera nécessairement supérieur au dernier index. Voilà. Donc maintenant, hop, je clique sur suivant, ça passe à l'élément suivant, et je vois que ça boucle correctement. Donc là, on a vraiment notre base de chez base. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une image, histoire que ça prenne un petit peu plus de place. Donc là, on est parti, hop, au niveau de notre app.js. Alors, app.vue plutôt. Donc tout en haut. D'ailleurs, je peux enlever la partie to do, on s'en fout un peu maintenant. Ouais, bon, quoique. Voilà. Donc là, hop, ici, je vais créer une image. Et au niveau de son SRC, je vais utiliser lorem pixum. Donc je fais lorem pixum.com. Et on va charger une image de Futurama. Et on va charger une image en 630 par 300. Voilà, donc là on aura notre première image ici et on va créer une autre image juste en dessous. Donc si je réactualise, ça me donne ça. Ce que j'ai envie de faire, c'est styliser un petit peu mieux les boutons suivants et précédents. Donc là, je vais faire ça au niveau de mon carousel.vue. Donc je descends tout en bas et je vais charger notre style directement à cet endroit-là. Donc d'abord, on va avoir notre carrousel. Notre carrousel va être en position relative et c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour l'instant. Ensuite, on va avoir notre nav. Next et prev. Donc pour l'instant, je stylise le nav de manière générale. Alors là, je ne vais pas trop me prendre la tête. Je vais tout simplement prendre un petit PSD et je vais découper juste ces deux petites images next et prev. Là, c'est juste, bon, à titre d'exemple, mais c'est pas vraiment important. Donc ça, on va l'appeler prev. Ouais, voilà, hop. Et je vais exporter cet élément-là et je vais l'appeler next. Voilà. Du coup, ces éléments-là sont allés se placer dans le dossier alors src components. Donc, ici, j'ai mes deux images et je vais les mettre dans ma partie carousel. Et je vais inspecter leur taille parce que j'ai plus du tout aucune idée de comment... Voilà, c'est 63 par 163. Donc, on va mettre cet élément en position absolue. On va lui dire d'aller à 50% de la hauteur. On va lui dire de se décaler un petit peu de la gauche de 10 pixels. Et ensuite, on va mettre le background. Donc le background, je mets l'URL en relatif. Ici, ça sera next.png. C'est une largeur de 63 pixels et ça aura une hauteur de 63 pixels. Voilà, ça donne déjà une apparence un petit peu plus sympa. Je vais enlever le texte au niveau de mes deux éléments parce qu'on aura des boutons à la place. Donc je pourrais mettre un title sur les boutons pour rendre quand même le truc accessible. Et au niveau de notre bouton, je vais le décaler par rapport au haut de la moitié de la largeur. Donc là, ici, ça va être à peu près 31 pixels. Et ici, hop, c'est prev pour l'élément précédent. Et je vais maintenant styliser séparément l'élément suivant pour le mettre lui à droite. Donc là, ça sera un carrousel next. Et je vais le positionner à droite. Donc je vais mettre right 10 pixels. Et je vais lui dire que par rapport à la gauche, il doit être placé automatiquement, histoire qu'il n'essaie pas de faire un combiné entre les deux. Et enfin, je vais lui changer le background image pour mettre le next.png. Donc ça se place correctement, si ce n'est un petit souci ici. Alors c'est pas bien grave, c'est tout simplement le todo.css qui avait des règles un poil intrusives au niveau du body. Si on descend un petit peu, voilà, au niveau du body, il a mis un min width, un max width, ça on le supprime, voilà. Et maintenant, je vois que ça fonctionne correctement. Donc par défaut, notre carrousel prend toute la largeur. Et hop, en cliquant sur suivant ou précédent, hop, ça passe d'un slide à l'autre. Donc d'ailleurs, ce changement de slide, il est loin d'être esthétique. Nous, on a envie de mettre en place un petit système d'animation. Donc là, ça va se dérouler au niveau de notre partie carousel slide, parce que c'est lui qui est responsable de faire le V-show. Et du coup, on va utiliser le système de transition que l'on avait vu dans les derniers chapitres. Donc on va mettre une transition. Et cette transition, on va lui donner un nom, on va lui donner le nom slide.
Donc ça veut dire du coup qu'on doit créer notre CSS. Donc je vais créer une partie style. On va mettre un slide enter active et on va utiliser cette fois-ci le système d'animation pour changer. Et lorsque cette classe est rajoutée, je veux que tu fasses une animation. Donc là c'est quand l'élément rentre et ça va être l'animation slide in et elle va durer 0,5 secondes. Ensuite cette animation je vais la créer, donc je fais un @keyframes. Donc il n'y a pas besoin de préfixer, il le fait tout seul. Hein. Je mets l'animation, je vais l'appeler slide in. Hop là, je sais pas pourquoi il veut faire ça. Et ça va commencer donc, par l'élément qui va être avec une transformation, un translatex de 100%, c'est-à-dire qu'il se situe hors du cadre de mon slider. Et lorsqu'il arrive, donc c'est le tout, il va avoir une transformation qui sera un translatex à 0. Voilà, et je vais tout passer sur une seule ligne pour m'y retrouver un petit peu plus facilement par la suite. Si maintenant je clique sur mon bouton suivant, pouf, je vois cet effet comme ça d'apparition. Alors c'est pas mal, si ce n'est ici qu'on va forcer un petit peu, on va mettre du 5 secondes, ce qui nous permettra d'avoir un peu mieux l'animation. Et ce que l'on doit faire, c'est que l'élément qui quitte, il doit aussi avoir une animation. Donc là on fait un point slide leave active, et on va lui donner une animation, animation, qui sera un slide out et qui durera lui aussi 5 secondes. Et ce slide out, ça sera la même chose, mais en sens inverse. Donc il commencera par un translatex à 0 et il ira vers un translatex à moins 100%. Parce que lui, il va aller vers le côté gauche. Et enfin, hop, je change le nom de l'animation. Donc si maintenant je sauvegarde et que je réactualise, donc je vois que ça fait cet effet-là, mais ça fait un effet bizarre. Ça fait un effet bizarre parce que c'est le même problème que celui que l'on avait rencontré la dernière fois, les deux éléments sont visibles au même moment. Donc là on pourrait être tenté d'utiliser le système de mode, mais le problème c'est qu'on ne veut pas que d'abord le premier slide s'en aille avant que le premier élément revienne, mais on veut vraiment que les deux transitions se fassent en même temps. Du coup, pour remédier à ce souci-là, je vais lui dire que l'élément qui s'en va, il va avoir une position absolue en top 0, left 0. Ce qui va faire qu'automatiquement, vu qu'il est en position absolue, il ne gênera pas l'élément qui est à côté. Donc si je refais un essai, hop, je vois que j'ai cet effet-là. Alors là, il y a le premier élément qui disparaît au début, on verra ça après un petit peu plus tard, mais maintenant si je passe d'un élément à un autre, voilà ce que ça donne. Et ça donne un effet qui est déjà plutôt pas mal. Alors je vais changer un petit peu le style de mes slides, histoire qu'ils prennent toute la largeur et que l'image soit comme ça, bien formatée. Donc au niveau de mon, là je vais le faire directement au niveau de mon app.vue. Hop, je vais mettre un style au niveau de ces deux textes là. Donc là, hop, je vais entourer ces deux textes d'une div. Voilà, hop. Et sur cette div là, je vais mettre directement en ligne le style. Voilà, on va pas s'embêter à ce niveau là. Donc on va le mettre en position absolute. On va le mettre en position de point absolute. On va lui dire, il faut qu'il soit tout à fait à gauche et tout à fait à droite, histoire qu'il prenne 100% de la largeur. On va utiliser un texte à ligne de point center. Et on va lui dire de se positionner par rapport au haut de la fenêtre à 50%. Et enfin, on va mettre une couleur blanche, histoire que notre texte ressorte mieux. Et à la limite, on va aussi mettre un font size de 16 pixels. Je crois que c'est la fonte par défaut. Au niveau de nos images, on va lui dire de prendre automatiquement toute la largeur qui est disponible. Donc on va mettre une width à 100%. Voilà. Du coup, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Et si je passe d'un slide à l'autre, hop, ça fonctionne presque correctement, si ce n'est l'opposition absolue ici qui pose souci, parce que notre élément change un petit peu de valeur. Donc on va lui dire de prendre hop, toute la valeur disponible. Donc on va mettre un height 0 et un bottom 0, et on peut aussi mettre une width à 100%. Voilà. Si maintenant je passe d'un slide à l'autre, je vois que j'ai de la transition qui est beaucoup plus sympa. En revanche, il y a un souci, c'est que si je veux faire l'animation en sens inverse, ça se déroule toujours dans le même sens. C'est pas l'idéal. Du coup, ce que l'on aimerait bien faire, c'est avoir deux animations. On va avoir une animation qui va s'appeler slide right, pour dire ça va de la droite vers la gauche, et slide left pour le sens inverse. Donc là, je vais renommer cette animation et l'appeler slide-right. Voilà, donc qui dit que je change le nom de cette animation dit que je dois changer ça. Donc là, hop, ça fonctionne comme ceci. Et là, on va l'appeler slide right in et slide right out.
Et on va créer la même chose, mais dans le sens inverse. Donc là, hop, je prends tout ce code ici, je saute quelques lignes, et ça va être un slide left, où on fera ici un slide left in, et là, ce sera un slide left out, et là, ce sera donc slide left leave active, et ici, je change le nom de ces deux animations. Donc, ça sera slide left in et slide left out. Et tout au-dessus aussi, je mets ici slide right in et slide right out. Donc, au niveau de mon animation, là, ça commence à moins 100% et ça ira vers le 0. Et ici, ça ira vers 100%. Le souci, c'est comment on détermine la direction vers laquelle on va. Ben, je pense que le plus simple à cet endroit-là, c'est de le faire au niveau du parent. C'est le parent qui sait dans quel sens on va. Donc au niveau de la fonction, donc au niveau de mon state, je vais créer une nouvelle propriété qui va être la direction. Donc là, je crée une nouvelle propriété que je vais appeler direction. Et cette propriété, je vais lui donner la valeur par défaut right, c'est-à-dire qu'on va de la droite vers la gauche. Ensuite, lorsque on veut aller à l'élément suivant, je lui dis, bon, ben, la direction à adopter, ça sera right. Toujours. Ensuite, si je veux aller vers l'élément précédent, ça sera la direction left. Maintenant, au niveau de l'enfant, j'ai besoin de lui appliquer le nom de la transition dynamiquement. Donc là, je vais plutôt utiliser une propriété dynamique que je vais appeler transition. Hop. Et cette propriété dynamique, je vais la récupérer ici. Donc je vais lui dire transition. Et tu vas utiliser en fait tout simplement un return de slide tiré le nom de la transition parente, de la direction parente, qui est this.parent.direction. Voilà comment on peut faire ce petit système-là. Donc là, je n'oublie pas de mettre une petite virgule ici. Si maintenant je passe de l'élément vers l'élément suivant, ben, ça fait l'animation dans ce sens-là, donc je vais la laisser se dérouler. Et si je fais dans l'autre sens, ben, je vois que ça fonctionne correctement. Voilà comment on peut mettre en place ce petit système qui va choisir dans quel sens faire l'animation. D'ailleurs, tant qu'on est là, on va en profiter pour résoudre ce fameux problème-là d'apparition. Alors, ce problème d'apparition vient du fait, en fait, que notre carrousel va changer les index individuellement de chaque slide, et du coup, ben, les éléments deviennent visibles, et notre transition est appliquée. Donc, la solution la plus simple, ben, c'est tout simplement de ne pas mettre de direction par défaut, ici, hop, et d'attendre qu'un événement soit déroulé au niveau de notre carrousel, donc soit on clique sur Next, soit sur Prev, pour que cette direction soit appliquée. Si je réactualise, je n'ai du coup plus d'animation au début, mais après j'ai des animations. Et si je veux optimiser le code et éviter les problèmes à cet endroit-là, je peux lui dire de retourner slide tiré seulement si on a une direction au niveau du parent. If $parent.direction. Voilà. Donc là, ça permet de résoudre ce petit souci-là. Donc ce qu'on va faire, on va continuer un peu sur notre exemple et on va mettre en place une petite pagination. C'est toujours sympa pour pouvoir passer d'un slide à l'autre plus rapidement. Donc je vais créer une nouvelle div. Donc là on va l'appeler carousel _ pagination. Et à l'intérieur je vais créer mes différents boutons. Donc, je vais créer des boutons qui vont contenir les numéros d'index. Et pour avoir ces boutons, ben, je peux me baser tout simplement sur le slides count. Et je peux utiliser le v-for. Donc le v-for, on peut lui dire par exemple pour 1 in 5, pour n in 5. Et dans ce cas-là, n ira de 1 à 5. Et là, j'affiche n. Donc je sauvegarde et hop, si je réactualise, je vois que ça me donne 1, 2, 3, 4, 5. Ben, moi, c'est impeccable parce que j'ai ici le nombre de slides dynamiquement. Donc je peux lui dire pour n allant de slide allant jusqu'à slides count. Et là, ça ira jusqu'à 2. Maintenant, il faut que je lui dise qu'est-ce qu'il doit faire lorsque on clique. Donc lorsque tu cliques, donc c'est @click, je veux que tu ailles à l'élément qui correspond. Donc ça sera go to, l'élément, ça sera n-1. Parce que lorsque je clique sur 2, je vais aller à l'index 1. Lorsque je clique sur 1, je vais à l'index 0. Et de la même manière, je vais pouvoir aussi lui appliquer une classe active lorsqu'il sera actif. Donc pour cela, j'utilise l'attribut dynamique de .class et je vais lui dire mets la classe active si n-1 est égal à l'index en cours. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, ben, je vais pouvoir créer le style qui correspond à ma petite pagination. Donc on est parti, hop, tout en bas. .carousel _ pagination. On va le mettre en position absolute. On va le mettre tout en bas, donc on va mettre un bottom 10 pixels. À gauche de 0, à right de 0, histoire qu'il prenne toute la largeur, un texte align center. Ensuite, je vais pouvoir créer les boutons. .carousel pagination.
Button. Donc pour les boutons, on va pas trop se prendre la tête, on va les mettre en display inline block, on va leur donner une largeur de 10 pixels, on va leur donner une hauteur de 10 pixels, on va leur mettre un background color à 0, et on va même leur donner une petite opacité à 0.8. Après, pour qu'ils soient arrondis, on va mettre un petit border radius, border-radius, de 10 pixels, donc l'équivalent de leur hauteur. Et si je regarde, ça me donne ces petits boutons-là. Et lorsque cet élément est actif, donc lorsque ce bouton est actif, il aura automatiquement une couleur blanche. Donc on changera le background color et on le passera en blanc. Et histoire que mes éléments soient espacés, je vais rajouter une petite marge donc de 2 pixels sur les côtés, 0-2. Voilà. Donc là, ça me donne cette petite pagination. Alors c'est un petit peu souligné. Je pense que ça vient du fait qu'il y avait les chiffres à l'intérieur. Voilà. Et on va les retirer, on n'en a plus besoin. Et là... ouais, normalement c'est bon, c'est active si n-1 est égal à index. Pas besoin de mettre un triple égal, on ne veut pas tester le type. Du coup, ici, hop, j'ai mon premier élément qui est actif, mon second élément qui est actif dès que je passe dessus. Alors maintenant, je vais arrêter ce carousel slide horrible là. Alors pourquoi j'ai index 1? Au niveau ici, je vais retirer l'index, on n'en a plus besoin. Je vais retirer l'animation qui est beaucoup trop longue, hein, 0.5, ça suffit. C'était juste pour laisser. Et maintenant, il faut que je détecte quand je clique sur ça. Donc là, au niveau de mon système, donc au niveau de mon carousel.js, ben, j'ai juste à créer ma méthode todo. Donc, enfin, goto. Ça prendra en index l'élément vers lequel on veut aller. Donc on va l'appeler index. Et très simplement, ça fera vis.index égale index. En revanche, il faut que je change la direction de l'animation suivant les cas. Donc là, on va utiliser un peu de ternaire. Donc on va lui dire vis.direction égale si l'index est supérieur à l'index en cours, ben dans ce cas-là, je veux que l'animation se déroule par la droite. Sinon, je veux qu'elle se déroule par la gauche. Voilà. Ce qui permettra maintenant, lorsque je clique sur l'élément 2, hop, de faire la bonne animation. Alors, par contre, bon, ça fait un effet super bizarre. Alors, au niveau de mon carousel slide, ouais, hop, j'ai dû zapper les bons ordres de grandeur au niveau des animations. Du coup, ça a fait absolument n'importe quoi. Autant pour moi. Maintenant, si je clique sur le deuxième élément, hop, ça passe à l'élément suivant, et comme ça. Alors, j'ai une scroll bar qui apparaît, elle est tout simplement due au fait que mon carrousel, enfin mes slides sortent du carrousel, donc un petit overflow hidden au niveau du carrousel résoudra ce problème-là. Et maintenant, pouf, ça fonctionne correctement. Alors, comme je vous le disais, on va rencontrer un problème lorsque des éléments sont ajoutés dynamiquement. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'au niveau de notre app.vue, on ne va pas créer comme ça manuellement plein de slides, mais on va utiliser une petite boucle. Donc au niveau de mon state général, donc le state de mon application, je vais créer une propriété que je vais appeler slides, qui aura la valeur par exemple 5 par défaut. Maintenant, au niveau de mon partie carousel slide, je vais utiliser un v-for. Donc je fais un v-for et je lui dis pour n allant jusqu'à le nombre de slides. Du coup, à cet endroit-là, je vais mettre le numéro du slide. Slide suivi du numéro. Et là, pour changer d'image au fur et à mesure, je vais utiliser une petite concaténation. Donc, il faut utiliser un attribut dynamique. Donc, je lui dis, c'est lorem pixum. Et à la fin, je veux que tu mettes le numéro n. Voilà, ce qui me permettra d'avoir comme ça plusieurs slides. Du coup, hop, à cet endroit-là, j'ai maintenant 5 slides. Je peux passer de l'élément suivant comme ça. Je peux passer à l'élément précédent. Je peux revenir au premier élément. Et tout fonctionne correctement. Et je me dis, bon, ben, plus tard, dans mon application, tout est dynamique et par exemple, ce nombre de slides peut changer au fur et à mesure. Donc, je vais créer un petit bouton, juste en dessous, button. On va l'appeler add slide, donc add slide. Et on va lui mettre ajouter un slide. Ensuite, au niveau de notre méthode, je vais créer une nouvelle méthode addSlide qui fera très simplement un coup de vis.slide++. Et il y a un S à slide. Au niveau de mon système, je clique sur ajouter un slide. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que ça fait un petit peu n'importe quoi. Ça fait un petit peu n'importe quoi parce que notre slide est bien ajouté, mais par contre le parent n'est pas au courant et il ne met pas à jour la valeur de l'index. Ce qui pose souci. Donc d'ailleurs, ce système d'index, je l'avais fait parce qu'on avait fait les choses de manière un petit peu dynamique, mais ce que l'on peut faire, et ce qui simplifierait beaucoup la tâche et qui éviterait de mettre en place ce système d'animation, donc on va remettre le direction right par défaut. Donc ce qui va faire qu'on a l'animation à chaque actualisation, c'est tout à fait normal.
Je vais enlever cette partie-là où j'injecte manuellement les index dans les différents slides. Donc c'était dans la partie Mounted. Alors d'ailleurs, cette partie, je préfère toujours la mettre à la fin de mon code. Je trouve ça plus clair. Hop, voilà. Et on va enlever ça. Au niveau de mes enfants, je vais préciser que l'index, ça ne sera pas quelque chose qui sera comme ça injecté par magie, mais ce sera plutôt une propriété. Donc là, je change ça et je mets props de point. On aura l'index qui sera donc de type integer. Et ensuite, ça aura comme valeur par default 0. Alors je dis integer, mais ça n'existe pas en JavaScript, c'est de type number. Maintenant, au niveau de ma partie app.vue, à chaque fois que je mets un nouvel élément dans mon carrousel, je vais lui donner un index. Et là, l'avantage, c'est que c'est très simple, l'index correspond à n. Voilà. Et je ne vois aucun carrousel, oui, parce qu'effectivement, ça commence à n, mais n commence à la valeur 1, ce qui n'est pas bon pour moi. Donc ici, hop, ça sera plutôt n-1. Ce qui permettra d'afficher cette fois-ci correctement le premier slide. Donc maintenant, si j'actualise, je n'ai plus d'animation parce que l'index, tout est calculé dès le début, donc il n'y a plus cet effet d'animation un petit peu gênant, et ça fonctionne correctement. Voilà, l'avantage, c'est que je suis plus dépendant L'avantage, c'est que je ne demande pas aux parents de faire tout un tas de bordel. C'est vraiment les composants qui fonctionnent de manière un petit peu plus isolée. Si maintenant j'ajoute un slide, ben hop, ça fonctionne correctement. Ça me rajoute, hop, les différents slides. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi maintenant créer la possibilité de supprimer un slide. Donc là, hop, je vais l'appeler remove slide, très sobrement, remove slide. Et dans cette fonction-là, il me suffit de faire un vis.slides-. Je décrémente le nombre de slides. Et au niveau de mon système, je crée un bouton qui fera le lien vers remove slide et qui sera supprimer un slide. Donc globalement, ça supprimera systématiquement le dernier. J'essaie d'actualiser. Donc je vais jusqu'au cet élément-là, je supprime un slide et il disparaît bien. Le problème, c'est que si je supprime ce slide-là, j'arrive dans un état où mon carrousel pense que je dois afficher l'index numéro 4, mais l'index numéro 4 a été supprimé. Donc ça crée un souci. Du coup, au niveau de mon carrousel, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un watcher, watcher les slides, et lorsqu'il y a un changement, effectuer un changement particulier. Donc là, je vais carrément watcher la valeur de slides. Donc on est parti. Donc je fais watch. Donc ça sera un objet. Je watch slides et je vais lancer une fonction qui contiendra les nouveaux slides. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier est-ce que l'index, donc c'est cette même condition ici. Donc si l'index est supérieur au nombre d'éléments, ça veut dire que un élément qui était à la fin ou un élément que j'étais en train de consulter a disparu. Dans ce cas-là, je passe l'index vers le dernier élément. Voilà. Donc maintenant, je fais un nouvel essai. Donc je réactualise. Je vais sur l'élément numéro 5. Je supprime ce slide-là et automatiquement, il retourne à l'image 4. Voilà. Bon, après, c'est un petit détail, mais c'est vrai que suivant comment vous faites les choses dynamiquement, ça peut arriver que vous ayez envie d'avoir un système de slides dynamique qui rajoute ou supprime des slides. Après, effectivement, si on est sur le dernier, c'est jamais idéal, mais comme ça, on corrige ce problème-là. Et maintenant, j'ai mon système de slides qui fonctionne correctement. Alors, quelques petites pistes quand même. Ici, on a créé un composant qui est très lié aux parents. On n'a vraiment pas le choix parce que dans notre manière d'écrire les choses, on veut pouvoir les écrire de cette manière-là. Après, évidemment, ça serait beaucoup plus simple de créer un objet slides qui contiendrait par exemple les contenus HTML, d'enlever tout ça et d'avoir une sorte de propriété en faisant un truc comme ça. Ça serait vraiment idéal. Mais je veux quand même pouvoir construire mes éléments HTML de manière un petit peu plus manuelle et faire les choses de cette manière-là. Du coup, je suis obligé de shunter le système parce que lorsque ce composant est interprété, il n'est pas interprété dans le contexte du carrousel, mais il est interprété dans le contexte général, dans ce contexte-là. Du coup, lorsqu'il y a une communication parent-enfant, je suis obligé d'avoir affaire à vis.$parent. Je vous conseille de manière générale à plutôt faire la communication de l'enfant vers le parent, plutôt que du parent vers l'enfant, parce que le parent, lui, n'est pas directement au courant de toutes les modifications qu'il peut y avoir au niveau des enfants. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, donc c'est un essai que j'avais fait il y a un petit moment de cela, j'y avais dit, lorsque cet élément est monté, je mettais dans l'élément parent, donc c'était vis.$parent, et je pushais entre guillemets cet élément-là ou le slide en question.
Le souci, si on fait ça, c'est que les éléments ne sont pas forcément montés et démontés dans l'ordre qu'on peut attendre, et du coup, parfois, ça crée un ordre de carrousel qui est complètement opposé à l'ordre que l'on avait défini au niveau de notre code HTML, entre guillemets, enfin de notre virtual DOM. Du coup, ça crée des soucis à ce niveau-là. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire, lorsque l'élément est monté ou démonté, je veux que tu updates, entre guillemets, le nombre de slides. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses. Là, en faisant un this.slides égale this.$children, l'avantage, c'est qu'il met en place son système d'observer directement sur $children. Donc lorsqu'on push ou on bouge des valeurs, c'est vrai qu'il le détecte automatiquement. Mais après, on pourrait tout à fait imaginer une communication qui se fasse comme ça avec le mounted et le destroyed, où dans le parent, on explique comment faire les choses. Voilà, donc ne prenez pas ce que j'ai fait dans cette vidéo comme la vérité absolue et la seule manière de faire les choses. Je voulais vraiment vous montrer ce cas-là pour voir des cas où on sort un petit peu du cadre standard et on est un petit peu embêté pour faire communiquer un enfant et un parent. Et on a vu en plus un cas concret d'utilisation des animations CSS avec la mise en place comme ça de ce petit défilement plutôt sympa. Donc voilà, on a terminé avec ce système de petits sliders. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans dans la prochaine vidéo. On va voir un exemple encore plus chiant que celui-là, entre guillemets, au niveau de l'organisation. C'est la mise en place, par exemple, d'un petit système de lightbox. Et là, on va voir un système de communication un petit peu différent. Comment faire fonctionner tout un ensemble de composants avec un autre composant qui est complètement détaché de ces derniers. Donc je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo.